Imaginez une douleur si intense qu'elle vous brûle les os, une peur si profonde qu'elle vous étouffe à chaque cliquetis d'une clé dans la serrure. C'est ce que j'ai vécu, jour après jour, dans une maison jaune à Riverdale, Kentucky, où l'horreur se cachait derrière un sourire de façade. Je m'appelle Sarah Dubois, aujourd'hui âgée de 70 ans, connue dans cette petite ville comme Mamie Sarah, celle qui vend des bonbons au marché de la place centrale, des pralines et des caramels qui font sourire les enfants. Mais derrière chaque douceur que je prépare, se trouve une histoire d'agonie, de trahison et d'une colère qui, même aujourd'hui, me consume lorsque je repense à ceux qui m'ont élevée. Cette histoire n'est pas seulement la mienne, c'est un cri pour toutes les âmes brisées par ceux qui auraient dû les protéger. Si mon récit vous touche, si vous ressentez cette rage contre l'injustice, je vous demande de laisser un commentaire avec le mot « un » et un « j'aime » sur cette vidéo. Ensemble, faisons entendre nos voix pour que plus aucun enfant ne vive dans l'ombre de la peur. À l'occasion de notre chaîne « Comté de grands-parents » qui a atteint 10 000 abonnés, nous offrons 100 $ à un heureux gagnant. Laissez un commentaire constructif, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour participer. Je suis née dans une petite maison jaune au bout de la rue Maple, dans le quartier pauvre de Riverdale, un endroit où tout le monde se connaissait, ou du moins le prétendait. Les secrets, eux, restaient bien gardés derrière des portes closes, et notre maison, avec ses fenêtres en bois toujours fermées, abritait les pires d'entre eux. Mon père, Thomas, était employé de mairie, un homme respecté, toujours vêtu d'un costume impeccable, chantant les hymnes à l'église plus fort que quiconque, serrant des mains lors des réunions communales et s'attardant au bar du coin. Pour la ville, il était un modèle. Pour moi, il était un monstre dont la voix grave faisait trembler le sol. Ma mère, Evelyn, était bibliothécaire, les cheveux tirés en un chignon sévère, ses robes toujours sages, son regard perçant capable de réduire au silence n'importe quel enfant turbulent. Elle était son ombre, se pliant à ses humeurs, silencieuse et soumise. Nous n'étions que 3 dans cette maison, mes parents et moi, leur miracle, après plusieurs fausses couches. Parfois, je me demandais si ne pas avoir survécu aurait été une bénédiction. La maison était simple mais immaculée, sentant le cirage à plancher et ornée de napperons crochetés par ma mère, couvrant chaque surface. Dans la cour arrière, il y avait des pommiers, un cerisier et un bac à lessive où je jouais les jours de chaleur. Jusqu'à mes 7 ans, la vie semblait normale. J'allais à l'école, je jouais avec les voisins, j'aidais ma mère à de petites tâches. Mon père était strict. Une gifle pour une désobéissance n'était pas rare à l'époque, mais rien n'annonçait l'enfer qui m'attendait. Tout a changé le jour de mes 8 ans. J'avais une nouvelle robe verte ornée de fleurs blanches, un cadeau de ma mère, et une poupée de chiffon qu'elle avait confectionnée en secret. J'étais radieuse, ignorant le changement dans le regard de mon père pendant le déjeuner, un éclat prédateur qui, plus tard, me hantrait. Ce soir-là, ma mère partit pour sa veillée de prière mensuelle, me laissant seule avec lui. « Viens ici, Sarah », m'appela-t-il depuis la cuisine, appuyée contre l'évier. « Cet évier est sale. Ta mère ne l'a pas bien nettoyé. » J'ai protesté. J'étais trop petite, l'eau froide me faisait mal aux doigts. Mais il n'écoutait pas. Je suis montée sur un tabouret, frottant maladroitement, renversant de l'eau, laissant des traces de savon. « Tu vois pourquoi ta mère n'a jamais voulu d'autres enfants après toi ?» ricana-t-il. « Tu ne vaux rien. » Ces mots étaient plus douloureux qu'une gifle. C'est là que tout a commencé. Il a saisi le balai dans le coin, son manche en bois luisant sous la lumière. « Enlève tes vêtements. » Je me suis figée, confuse, serrant ma poupée contre moi. « Papa, il fait froid, » ai-je murmuré. « Enlève-les » hurla-t-il. Tremblante, j'ai retiré ma robe, me tenant en sous-vêtements, voûtée, essayant de me couvrir de mes bras maigres. La honte, nouvelle et brute, m'étouffait. Il a pressé le manche du balai contre mon ventre, le faisant descendre lentement, froidement. J'ai fermé les yeux, tremblant de tout mon corps.
Regarde-moi, ordonna-t-il. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu, non pas mon père, mais un monstre, ses yeux affamés. Ce qui a suivi fut une douleur si atroce que j'ai cru mourir. Le manche du balai, utilisé d'une manière qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître, m'a laissé en sang. Si tu parles à qui que ce soit, je te tuerai, toi et ta mère, a-t-il dit en jetant mes vêtements sur moi. Nettoie ce sol. J'ai frotté mon propre sang sur le carrelage, sanglotant, pendant qu'il retournait au salon, la radio à fond, comme si rien ne s'était passé. J'ai pensé tout raconter à ma mère à son retour, mais la peur m'a réduite au silence. Elle m'a vu éveillée, les joues striées de larmes, mais s'est contentée de dire « Va dormir, tu as école demain », avant de fermer ma porte. Cette nuit-là, quelque chose en moi est mort. La confiance, la sécurité, l'enfance. Je pensais que c'était une punition unique, mais j'avais tort. Chaque fois que ma mère s'absentait, il trouvait une excuse. La maison n'était pas propre, mes notes n'étaient pas assez bonnes. « Va chercher le balai », disait-il, et j'obéissais, petite fille de 8 ans impuissante face à un homme adulte. La pire trahison est venue quand j'ai compris que ma mère savait. Un soir, je suis rentrée avec ma jupe tachée de boue après une chute. Mon père était furieux, m'ordonnant d'aller dans ma chambre. À travers une fente dans la porte, je l'ai vue, elle, observant pendant qu'il utilisait le balai, nos regards se croisant dans un silence complice. Elle a fermé la porte et s'est éloignée. J'avais 10 ans, et la trahison n'était pas seulement la sienne, c'était la leur, une mère qui m'avait abandonnée à sa cruauté. La ville ignorait nos secrets, mais pas totalement. Madame Lefebvre, une voisine indiscrète à la langue acérée, remarquait mon comportement renfermé et mes bleus. Au lieu d'aider, elle colportait des ragots, me traitant d'enfant à problème, pour se faire valoir dans les cercles de l'Église. Ces mots me blessaient, transformant les sourires des voisins en chuchotements. L'abbé Martin, notre curé, m'a vu tressaillir au contact de mon père pendant un office, mais il a ignoré mon tremblement, louant la générosité de mon père envers l'Église. « Ton père est un homme bon, Sarah », m'a-t-il dit, aveugle à ma terreur. Leur inaction attisait ma rage. Comment pouvaient-ils voir mon désespoir et ne rien faire? À l'école, je suis devenue la fille bizarre, mise à l'écart, mes notes chutant à mesure que la douleur me consumait. Madame Lefebvre avait semé le doute, et les autres enfants, influencés par ses commérages, me fuyaient. Une fois, une camarade de classe, Claire, m'a raillée publiquement, disant que j'étais « maudite », répétant les mots cruels de Madame Lefebvre. Ses rires, mêlés à ceux des autres, me poignardaient, me faisant sentir encore plus seule. Même l'infirmière scolaire, Mademoiselle Bisset, a remarqué mes bleus lors d'un contrôle. Au lieu d'agir, elle a appelé ma mère, croyant ses mensonges sur ma maladresse. Ce soir-là, Evelyn m'a punie pour avoir exposé la famille, me frappant et me disant que je méritais pire. Sa gifle, la première qu'elle m'ait jamais donnée, était un nouveau coup à mon cœur déjà brisé. « Tu penses que c'est facile pour moi ?» a-t-elle crié. « Tu provoques ton père avec ton comportement. » Elle m'a accusée, moi, une enfant de 10 ans, d'être la cause de mon propre enfer. La colère grandissait en moi, un feu lent mais constant. Chaque regard indifférent de Madame Lefebvre, chaque sermon hypocrite de l'abbé Martin, chaque moquerie de Claire attisait cette flamme. J'ai commencé à cacher mes blessures plus soigneusement, portant des manches longues même sous la chaleur écrasante du Kentucky. À l'école, je m'asseyais au fond, invisible, évitant les jeux à la récréation. Mes professeurs voyaient mon changement, mais à l'époque, les problèmes familiaux restaient derrière les portes closes. Chaque soir, le cliquetis de la clé dans la serrure à 18 heures était un coup de poignard dans mon cœur, un signal que l'horreur allait commencer. Pendant 7 ans, de mes 8 à mes 13 ans, j'ai vécu un cauchemar dans une maison jaune à Riverdale, Kentucky,
où la peur et la douleur étaient mes seules compagnes. Je m'appelle Sarah Dubois, aujourd'hui âgée de 70 ans, connue ici comme Mamie Sarah, celle qui vend des bonbons au marché de la place centrale, des pralines, des caramels, qui apportent des sourires aux enfants. Mais derrière chaque douceur se cache une histoire de trahison, de cruauté et d'une rage qui brûle encore en moi quand je pense à ceux qui auraient dû m'aimer. Cette histoire est un cri de colère, un appel à la justice pour toutes les âmes brisées par ceux censés les protéger. Si vous ressentez cette injustice, laissez un commentaire avec le mot « justice » et un « j'aime » sur cette vidéo. Ensemble, brisons le silence pour que plus aucun enfant ne vive dans l'ombre de la terreur. Pour fêter les 10 000 abonnés de compte de grands-parents, nous offrons 100 $. Laissez un commentaire constructif, aimez et abonnez-vous pour participer. Je suis née dans une maison jaune au bout de la rue Maple, dans le quartier pauvre de Riverdale, où tout le monde semblait se connaître. Mais les secrets restaient bien cachés, et notre maison, avec ses fenêtres toujours closes, abritait les pires. Mon père, Thomas, employé de mairie, était un homme respecté, toujours en costume, chantant fort à l'église, serrant des mains aux réunions communales, s'attardant au bar. Pour tous, il était un pilier. Pour moi, un monstre à la voix qui faisait trembler le sol. Ma mère, Evelyne, bibliothécaire, cheveux en chignon sévère, robe sage, regard perçant, était son ombre, soumise à ses humeurs. Nous n'étions que 3, moi leur miracle, après des fausses couches. Parfois, je souhaitais ne pas avoir survécu. La maison était propre, sentant le cirage, ornée de napperons crochetés. La cour avait des pommiers, un cerisier, un bac à lessive où je jouais. Jusqu'à 7 ans, tout semblait normal. École, jeux, tâches ménagères. Mon père était strict. Une gifle pour une désobéissance était courante à l'époque, mais rien ne présageait l'enfer. Tout a changé à mes 8 ans. J'avais une robe verte à fleurs blanches et une poupée de chiffon confectionnée par ma mère. J'étais radieuse, ignorant le regard prédateur de mon père. Ce soir-là, ma mère partit pour sa veillée de prière, me laissant avec lui. « Viens, Sarah », appela-t-il depuis la cuisine, appuyé contre l'évier. « Cet évier est sale. Ta mère l'a mal nettoyé. » J'ai protesté. Trop petite, l'eau froide piquait, mais il m'a forcée. Sur un tabouret, j'ai frotté maladroitement, renversant de l'eau. « Tu vois pourquoi ta mère n'a pas voulu d'autres enfants? Tu es inutile, » a-t-il ricané, ses mots plus tranchants qu'une gifle. Alors, l'horreur a commencé. Il a pris le balai, son manche luisant. « Enlève tes vêtements. » Figé, serrant ma poupée, j'ai murmuré. « Papa, il fait froid. »« Enlève-les » a-t-il hurlé. Tremblante, j'ai ôté ma robe, en sous-vêtements, voûtée pour me cacher. La honte m'étouffait. Il a pressé le manche contre mon ventre, le descendant lentement. J'ai fermé les yeux, tremblante. « Regarde-moi » J'ai vu un monstre, ses yeux affamés. La douleur qui suivit fut insoutenable. Le manche du balai, utilisé d'une manière inhumaine, m'a laissé en sang. « Si tu parles, je vous tue, toi et ta mère » a-t-il menacé, jetant mes vêtements. « Nettoie ce sol. » J'ai frotté mon sang, sanglotant, pendant qu'il écoutait la radio au salon, comme si de rien n'était. J'ai voulu tout dire à ma mère à son retour, mais la peur m'a muselée. Elle m'a vu éveillée, en larmes, mais a juste dit « Dors, tu as école demain », fermant la porte. Cette nuit-là, ma confiance, ma sécurité, mon enfance sont mortes. Je pensais que c'était une punition isolée, mais non. Chaque absence de ma mère était une occasion. Maison mal rangée, note insuffisante. « Va chercher le balai », ordonnait-il, et j'obéissais, petite fille contre un homme. La pire trahison fut de découvrir qu'elle savait. Un soir, ma jupe souillée de boue après une chute, il m'a envoyé dans ma chambre, furieux. Par une fente dans la porte, je l'ai vu regarder pendant qu'il utilisait le balai. Nos regards se sont croisés, elle a fermé la porte et est partie. À 10 ans, j'ai compris. La trahison était aussi la sienne, celle d'une mère qui m'abandonnait à sa cruauté. La ville ignorait nos secrets, mais pas complètement.
Madame Lefebvre, voisine indiscrète, voyait mes bleus, mon silence. Au lieu d'aider, elle colportait des ragots, me traitant de « enfant à problème » pour briller à l'église. Ces mots transformaient les sourires en murmures. L'abbé Martin m'a vu tressaillir au contact de mon père, mais a ignoré ma peur, louant sa générosité. « Ton père est un homme bon », disait-il, aveugle à mon calvaire. Leur inaction attisait ma rage. Comment pouvaient-ils me voir briser et rester inerte? À l'école, j'étais la fille bizarre, évitée, mes notes chutant. Madame Lefebvre avait semé le doute. Claire, une camarade, m'a raillée, répétant ces mots cruels, disant que j'étais maudite. Ses rires me poignardaient. L'infirmière scolaire, mademoiselle Bisset, a vu mes bleus, mais a cru les mensonges de ma mère sur ma maladresse. Ce soir-là, Evelyne m'a punie pour avoir exposé la famille, me frappant, disant que je méritais pire. « Tu penses que c'est facile? Tu provoques ton père ?» m'accusait-elle, moi, une enfant de 10 ans, comme cause de mon enfer. Ma colère grandissait, un feu lent mais inextinguible. Chaque regard indifférent de Madame Lefebvre, chaque sermon hypocrite de l'abbé Martin, chaque moquerie de Claire l'attisait. Je cachais mes blessures sous des manches longues, même sous la chaleur. À l'école, au fond de la classe, invisible, j'évitais la récréation. Les professeurs voyaient mon changement, mais les problèmes familiaux restaient privés. À 10 ans, j'étais une coquille vide, ma rage couvant sous la peur, une étincelle prête à s'embraser. À 11 ans, une étincelle de défi s'est allumée dans l'obscurité de mon âme, une colère brute et brûlante qui m'empêchait de m'effondrer complètement sous le poids de l'horreur. Ce n'était pas encore de l'espoir, mais une rage pure, une flamme vacillante qui refusait de s'éteindre face à l'injustice qui me consumait dans la maison jaune de Riverdale, Kentucky. Chaque jour, je me battais pour survivre, cachant mes blessures sous des vêtements trop grands, évitant les regards, apprenant à devenir invisible tout en restant là, au milieu des autres. Mais l'abus empirait, devenait plus cruel, plus sadique, et la complicité de ma mère, Evelyne, passait de l'omission silencieuse à une participation active, un acte de trahison si profond qu'il me donnait envie de hurler jusqu'à ce que les murs de cette prison s'effondrent. Cette colère, cette rage était ma seule arme, et je l'aiguisais dans l'ombre, attendant le moment où elle pourrait enfin éclater. Si vous ressentez cette indignation, si vous brûlez de colère face à l'idée qu'un enfant puisse être trahi ainsi, je vous implore de ne pas rester silencieux. Laissez un commentaire avec le mot « justice » et un « j'aime » sur cette vidéo pour montrer que vous refusez l'indifférence. Ensemble, nous pouvons faire entendre la voix des oubliés. L'abus dans la maison jaune n'était plus seulement une punition occasionnelle. Il était devenu une routine, un rituel écœurant orchestré par mon père, Thomas, avec la complicité de ma mère. Le balai, ce maudit objet toujours posé dans un coin de la cuisine, était devenu le symbole de mon calvaire, sa simple vue me faisant trembler même quand j'étais seule. À 11 ans, mon corps commençait à changer, des courbes naissantes, des signes de puberté, et cela semblait attiser la cruauté de mon père. Il ne se contentait plus de me frapper ou de m'humilier avec le manche du balai. Il inventait de nouvelles manières de me briser, des méthodes si viles qu'elles me laissaient à peine capable de marcher. « Si tu tombes enceinte, je te jetterai dans la rivière Cumberland et personne ne te retrouvera », menaçait-il, son visage tordu par une rage froide. Il prenait des précautions brutales, douloureuses, pour s'assurer que cela n'arrive pas, et ma mère, cette femme qui aurait dû être mon refuge, l'aidait. Elle vérifiait mes sous-vêtements chaque mois, ses doigts froids fouillant ma vie privée, comme si j'étais une criminelle. « Pas de sang ce mois-ci » demandait-elle avec un regard glacial. « Tu ferais mieux de prier pour que ça arrive, sinon c'est la rue. »
Ces mots, prononcés avec une indifférence cruelle, me transperçaient comme des lames. Comment une mère pouvait-elle trahir son enfant ainsi, transformant l'amour en une arme pour me détruire? L'école, qui aurait dû être un havre, était un autre champ de bataille. Les murmures de Madame Lefèvre, cette voisine venimeuse, avaient empoisonné la ville. Ses ragots, répandus lors des thés à l'église, me dépeignaient comme une enfant rebelle, une menteuse cherchant l'attention. Les autres enfants, influencés par ces paroles, me rejetaient. Claire, une camarade de classe, prenait un plaisir cruel à me tourmenter. Un jour, pendant la récréation, elle a rassemblé un groupe pour m'encercler, riant et criant. « Sarah la maudite, pourquoi tu ne rentres jamais jouer avec nous? T'as peur de ton ombre? » Leurs rires résonnaient comme des coups, me repoussant encore plus dans ma solitude. J'ai baissé la tête, ravalant mes larmes, mais à l'intérieur, ma colère bouillonnait. Pourquoi devais-je être punie pour les crimes des autres? Pourquoi personne ne voyait la vérité derrière mes silences? Même l'infirmière scolaire, mademoiselle Bisset, a trahi ma confiance. Lors d'un contrôle, elle a vu les bleus sur mes bras et mes jambes, des marques qu'aucune chute accidentelle ne pouvait expliquer. « Comment t'es-tu fait ça, Sarah ?» a-t-elle demandé, son ton suspicieux. J'ai marmonné une excuse, terrifiée à l'idée que mon père apprenne que j'avais attiré l'attention. Elle a appelé ma mère, croyant ses mensonges sur ma maladresse chronique. Ce soir-là, Evelyne m'a enfermée dans un placard sombre pendant des heures, me reprochant d'avoir presque sali notre réputation. « Tu veux nous humilier, c'est ça ?» a-t-elle sifflé, son visage déformé par la colère. « Tu mérites tout ce qui t'arrive. » La porte du placard s'est refermée et dans l'obscurité, j'ai senti ma rage grandir, une flamme qui refusait de s'éteindre. L'abbé Martin, ce curé hypocrite qui bénissait mon père chaque dimanche, était un autre coup à mon cœur. Lors d'une messe, je me suis recroquevillée quand mon père a posé sa main sur mon épaule, son contact me brûlant comme du fer rouge. L'abbé a vu ma peur, mais il s'est contenté de sourire, 10 ans plus tard, à ma mère. Sarah semble bien nerveuse. Peut-être a-t-elle besoin de plus de discipline. Sa complicité passive, son refus de poser des questions me rendaient folle de rage. Comment un homme de Dieu pouvait-il fermer les yeux sur une enfant qui souffrait sous son nez? Chaque sermon sur l'amour et la charité sonnait comme une insulte, une moquerie de ma douleur. La ville entière semblait conspirer pour me garder prisonnière, et cette indifférence collective alimentait ma colère, me donnant la force de continuer à respirer, à survivre, même quand je ne voulais plus. À 12 ans, j'ai tenté de m'enfuir. Une nuit, après un énième abus, j'ai rassemblé quelques affaires, une robe, une brosse à dents, ma poupée de chiffon, dans un sac d'épicerie. J'ai attendu que mes parents dorment. Puis j'ai essayé d'ouvrir la fenêtre de ma chambre. Elle était clouée. La porte d'entrée, verrouillée. La cuisine, pareil. La maison était une prison, conçue pour m'enfermer. Assise sur le sol de la cuisine, le sac pathétique sur mes genoux, j'ai fixé le balai dans le coin, cet instrument de torture. Une haine brûlante m'a envahi, une envie de le briser, de le brûler, de détruire ce symbole de mon calvaire. Mais alors que je tendais la main, j'ai entendu des pas. Mon père, en pyjama, les yeux injectés de sang, se tenait dans l'embrasure. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-il grogné. Ce qui a suivi fut le pire épisode à ce jour. Ce n'était pas seulement le balai, c'était sa ceinture, ses poings, ses gifles. Il m'a battu jusqu'à ce que je m'évanouisse, me réveillant sur le sol, le visage tuméfié, incapable d'ouvrir un œil. Ma mère m'a trouvé là, soupirant. « Regarde ce que tu provoques. » Elle m'a blâmé, moi, une enfant, pour la brutalité d'un monstre. Ce jour-là, ma rage a atteint un nouveau sommet, une colère si intense qu'elle m'a donné envie de crier jusqu'à ce que le monde entier entende ma douleur. Mais au milieu de cet enfer, une lueur est apparue.
Madame Clara, ma professeure d'histoire, était différente. Avec ses lunettes tombantes et ses cheveux bouclés, elle me regardait non pas avec pitié ou dégoût, mais avec une compréhension profonde. Un jour, après un cours, elle m'a retenue. « Sarah, tout va bien chez toi? » « Oh, qu'un... » Sa question si simple a brisé quelque chose en moi. Depuis des années, personne ne m'avait demandé comment j'allais. J'ai voulu répondre « oui », comme toujours, mais les larmes ont jailli, incontrôlables. « Non », ai-je murmuré, « rien ne va. » Je n'ai pas tout raconté ce jour-là. La peur était encore trop forte, mais ces mots « Si tu as besoin de parler, je suis là », ont planté une graine d'espoir. Plus tard, elle m'a confié qu'elle aussi avait été victime d'abus par un beau-père et que sa mère avait fermé les yeux. « J'ai vu les signes en toi, Sarah », a-t-elle dit, ses yeux brillants de larmes, la peur, les bleus, le silence. Je ne te laisserai pas seule. Pour la première fois, je n'étais pas complètement abandonnée. Cette lueur si fragile attisait ma colère, la transformant en quelque chose de plus dangereux, du courage. À 13 ans, ma rage était devenue une tempête. Chaque abus, chaque regard complice de ma mère, chaque moquerie de Claire, chaque silence de Madame Lefebvre ou de l'abbé Martin ajoutait du carburant à ce feu. Une nuit, après un épisode particulièrement brutal, mon père m'avait accusé d'avoir mal rangé la vaisselle. Ma mère m'a regardé nettoyer le sang sur le sol de ma chambre. « Tu pourrais au moins faire les choses correctement », a-t-elle lâché, un sourire narquois aux lèvres, comme si ma souffrance l'amusait. Ce sourire, cette froideur, a fait exploser quelque chose en moi. Je ne pouvais plus continuer ainsi. J'allais mourir si je restais dans cette maison, écrasée par leur cruauté et l'indifférence du monde. C'était simple. Soit je parlais, soit je disparaissais. J'ai pensé à me tuer. J'avais caché des pilules de ma mère, volé du poison à rats dans le garage, mais une voix intérieure, alimentée par la rage, me hurlait que je ne méritais pas ce sort. Eux, ils méritaient de payer. Pas moi. Un mercredi, après une nuit où le balai avait laissé mon corps en feu, je pouvais à peine m'asseoir en classe. Madame Clara a remarqué ma douleur, mon regard fuyant. À la fin du cours, elle a fermé la porte de la salle et s'est assise face à moi. « Sarah, dis-moi ce qui se passe chez toi. » Sa voix était ferme, mais douce. J'ai hésité, la peur me paralysant, mais ma colère était plus forte. « Mon père m'abuse. » ai-je lâché, les mots jaillissant comme un torrent. Ça dure depuis des années. Le balai, le sang, la douleur. Ma mère regarde, elle aide. Les mots sortaient, sales, dévastateurs, un flot que je ne pouvais arrêter. Clara n'a pas bronché, n'a pas douté. Elle m'a écouté, des larmes dans les yeux, puis a dit « Je te crois, Sarah, et nous allons arrêter ça. » Ces mots, « Je te crois », étaient une bouée dans l'océan de ma douleur. Pour la première fois, quelqu'un me voyait, m'entendait, me validait. Ma rage, ce feu qui m'avait gardé en vie, s'est transformé en détermination. J'allais me battre, non pas pour survivre, mais pour détruire les monstres qui m'avaient brisé. Avec Clara à mes côtés, j'avais une alliée, une chance. Ce jour-là, j'ai décidé de mettre fin à mon enfer, coûte que coûte, même si cela signifiait affronter une dernière fois l'horreur du balai. Ce matin-là, à 13 ans, je me suis réveillée avec un feu dans la poitrine, une rage si puissante qu'elle éclipsait la peur qui m'avait enchaînée pendant 5 ans dans la maison jaune de Riverdale, Kentucky. Ce n'était plus seulement une étincelle de défi, mais une tempête de colère, un brasier qui hurlait pour la justice, pour la fin de l'horreur infligée par mon père, Thomas, et la trahison de ma mère, Evelyn.
Chaque bleu, chaque cicatrice, chaque regard complice d'Evelyn attisait cette fureur, me donnant la force de me lever et de dire « Assez ». J'allais parler, exposer leurs crimes, même si cela signifiait affronter une dernière fois l'horreur du ballet. Avec Madame Clara, ma professeure d'histoire, comme alliée, j'avais une chance, un plan, une lueur d'espoir dans cet enfer. Mais la route vers la liberté serait pavée de dangers, de trahisons supplémentaires et d'obstacles qui mettraient ma détermination à rude épreuve. Si cette rage contre l'injustice vous brûle, si vous refusez que des enfants souffrent en silence, je vous en conjure, laissez un commentaire avec le mot « justice » et un « j'aime » sur cette vidéo. Soyez la voix de ceux qui n'en ont pas, comme Clara l'a été pour moi. Ensemble, nous pouvons briser les chaînes du silence. La décision était prise. Je parlerai, je montrerai au monde le monstre qu'était mon père et la complicité abjecte de ma mère. Mais pour que ma voix porte, il nous fallait des preuves, quelque chose d'irréfutable que même les amis influents de mon père à la mairie ne pourraient nier. Clara m'a expliqué le plan, un plan risqué, terrifiant, mais qui pourrait tout changer. Nous devons documenter les blessures, Sarah, m'a-t-elle dit, ses yeux pleins d'une colère contenue. Et si possible, obtenir une preuve matérielle, le balai par exemple. L'idée de toucher cet objet maudit, de le manipuler, me donnait des frissons, mais ma rage était plus forte. S'il faut endurer une nuit de plus pour les arrêter, je le ferai, ai-je répondu, ma voix tremblante mais ferme. Clara m'a serré la main, un geste simple qui m'a rappelé que je n'étais plus seule. Elle m'a prêté un petit appareil photo, un de ces modèles jetables qu'elle gardait pour ses cours, et m'a appris à l'utiliser discrètement. Prends des photos de tes blessures après ce qu'il fait. Cache-les bien. Et pour le balai, attends le bon moment. Le plan était simple mais dangereux. Je devais survivre à une dernière nuit d'abus, collecter les preuves et les remettre à Clara, qui les porterait à un ami avocat spécialisé dans les cas de maltraitance infantile. Chaque seconde de ce plan me terrifiait, mais ma colère, cette flamme qui avait grandi dans l'obscurité, me poussait à avancer. Ce soir-là, je suis rentrée à la maison comme si de rien n'était. Ma mère était à la table de la cuisine, corrigeant des fiches de bibliothèque avec sa précision maniaque. Elle m'a jeté un regard par-dessus ses lunettes. « Prépare-toi, ton père rentre tôt ce soir. Il y a des invités de la capitale. » Mon cœur s'est serré. Des invités signifiaient une façade parfaite, mais aussi une opportunité. Peut-être que leur présence me protégerait pour une nuit. J'ai mis ma robe bleue, la seule qui n'était pas un uniforme scolaire, et j'ai peigné mes cheveux, jouant le rôle de la fille modèle. Mais à l'intérieur, ma rage bouillonnait. Comment osaient-ils jouer la comédie d'une famille heureuse alors que j'étais brisée par leurs mains? Mon père est arrivé à 18 heures, accompagné d'un couple que je n'avais jamais vu. Un homme en costume, Monsieur Gérard, et une femme élégante, Madame Véronique, des fonctionnaires de la capitale, soi-disant pour un projet municipal. « Voici Sarah, notre fille », a présenté mon père, sa main sur mon épaule, serrant trop fort, un avertissement silencieux. « Quelle charmante jeune fille », a dit Madame Véronique avec un sourire. « Quel âge as-tu, ma chère ?» 13 ans, ai-je répondu, la gorge nouée, jouant le jeu. Le dîner était un théâtre écœurant. Ma mère servait avec un sourire forcé. Mon père racontait des anecdotes sur la ville et les invités riaient, ignorant l'enfer qui se jouait sous leurs yeux. Mais j'ai remarqué que M. Gérard m'observait, non pas avec le regard prédateur que je connaissais trop bien, mais avec une curiosité, comme s'il cherchait à percer un mystère. « Tu aimes l'école, Sarah ?» a-t-il demandé. « Oui, surtout l'histoire, » ai-je répondu, pensant à Clara, mon seul refuge. Mon père a interrompu, redirigeant la conversation vers la politique, me reléguant à l'arrière-plan. J'étais invisible, mais ma colère grandissait à chaque mot hypocrite. Après le dîner, on m'a envoyé dans ma chambre.
J'ai attendu, le cœur battant, l'appareil photo caché sous mon oreiller. Vers 22 heures, j'ai entendu les pas de mon père dans le couloir, le grincement de la porte, le bruit du balai posé contre le mur. « Lève-toi » a-t-il ordonné, sa voix froide, autoritaire. J'ai obéi, mais cette fois, ce n'était pas par peur. Chaque seconde de douleur, chaque humiliation était un pas vers la liberté. J'ai enduré l'abus, le manche du balai me déchirant, mais ma rage me tenait debout. Quand il a fini, satisfait, il est parti sans un mot, laissant le balai dans le coin. J'ai attendu que la maison soit silencieuse, puis j'ai agi. Tremblante, j'ai pris l'appareil photo et j'ai documenté les marques sur mes cuisses, mon dos, mes bras, des bleus, des coupures, des preuves que personne ne pourrait nier. Puis, avec une audace alimentée par la colère, j'ai pris le balai, l'ai enveloppé dans un vieux chiffon et l'ai caché sous mon lit. Le lendemain, j'ai remplacé le balai par un autre, volé dans la réserve de l'école la semaine précédente. C'était risqué. Si mon père ou ma mère avaient remarqué, j'étais finie. Mais ils n'ont rien vu. Ma rage m'avait rendue méticuleuse, calculatrice. À l'école, j'ai retrouvé Clara dans un coin discret de la cour avant les cours. « Tu l'as » a-t-elle demandé, son visage marqué par l'inquiétude. J'ai sorti le balai enveloppé et les photos, mes mains tremblant non pas de peur, mais d'une fureur contenue. « Mon Dieu » a murmuré Clara, les yeux écarquillés derrière ses lunettes. « Et ils n'ont rien remarqué ?»« Pas encore, » ai-je répondu. Elle a rangé les preuves dans une pochette, son visage durci par la détermination. « Maintenant, c'est à moi de jouer. Je vais voir mon ami avocat aujourd'hui. Rentre chez toi comme d'habitude, Sarah. Fais comme si rien n'avait changé. » L'idée de retourner dans cette maison me donnait la nausée, mais je savais que c'était ma dernière épreuve. « Combien de temps ?» ai-je demandé, la voix brisée. « Aujourd'hui, si tout va bien. Sinon, demain. Tiens bon, Sarah. » Ni. J'ai hoché la tête, ma rage me portant comme une armure. Mais le chemin vers la justice était semé d'embûches. Ce jour-là, un adjoint du shérif, M. Lefebvre, un ami de mon père, a appris par un contact à la mairie qu'une enquête était en cours. Il a averti Thomas, lui donnant le temps de cacher certaines preuves, des vêtements tachés de sang, des draps souillés. Quand je suis rentrée à la maison, mon père m'attendait dans la cuisine, le regard noir. « Tu as parlé à quelqu'un, Sarah ?» a-t-il sifflé, me saisissant le bras si fort que j'ai grimacé. Ma mère, à côté, a ajouté avec un sourire cruel. « Si tu as fait quelque chose de stupide, tu le regretteras. » La peur m'a envahi, mais ma colère était plus forte. « Non » ai-je menti, les défiant du regard pour la première fois. Ils m'ont relâché, mais l'atmosphère était lourde, comme si un orage approchait. Ce soir-là, ils ont organisé un autre dîner avec des invités, dont Madame Tate, une assistante sociale que ma mère avait manipulée par le passé. Evelyn lui a raconté des histoires sur ma nature rebelle, disant que j'inventais des mensonges pour attirer l'attention. Madame Tate, naïve ou corrompue, a semblé la croire, me regardant avec suspicion. « Tu devrais être reconnaissante d'avoir des parents si dévoués », m'a-t-elle dit, ces mots me poignardant. Ma rage a explosé intérieurement. Comment une femme censée protéger les enfants pouvait-elle être si aveugle? Mais je suis restée silencieuse, jouant le jeu, attendant que le plan de Clara se concrétise. Ce que je ne savais pas, c'est que les invités de la veille, M. Gérard et Mme Véronique, n'étaient pas de simples fonctionnaires. Ils étaient des travailleurs sociaux infiltrés, envoyés pour observer notre dynamique familiale après que Clara avait alerté son avocat. Leur présence avait été une coïncidence. Mon père les avait invités pour un projet municipal, mais leur regard perçant avait capté mes silences, mes tremblements,
la tension dans la voix de ma mère. Ce soir-là, alors que je faisais la vaisselle sous le regard scrutateur d'Evelyn, des coups ont retenti à la porte. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» a rugi mon père, son visage blême. « Vous ne pouvez pas entrer comme ça. » Une voix ferme a répondu. « Nous avons un mandat, monsieur Dubois. » Mon cœur battait à tout rompre, c'était en train d'arriver. La police a envahi la maison, accompagnée d'une femme, Dr Hélène, du service de protection de l'enfance. « Sarah, es-tu là ?» a-t-elle appelé. J'ai ouvert la porte de ma chambre, les mains tremblantes. « Je suis là pour t'aider », a-t-elle dit doucement. J'ai éclaté en sanglots, non pas de peur, mais de soulagement. « Prends tes affaires », a-t-elle ajouté. Je n'avais presque rien, quelques vêtements, ma poupée de chiffon, mais c'était tout ce dont j'avais besoin. Dans le salon, la scène était surréaliste. Mon père, menotté, hurlait des insultes, son pouvoir brisé. Ma mère pleurait dans un coin, interrogée par un policier. Madame Tate, l'assistante sociale, semblait choquée, murmurant des excuses pathétiques. « Je ne savais pas. » a-t-elle bégayé, mais sa voix sonnait creuse, une autre trahison qui attisait ma colère. Comment avait-elle pu croire les mensonges d'Evelyn? Les travailleurs sociaux infiltrés observaient, leurs visages graves. Quand mon père m'a vue, il m'a foudroyé du regard, crachant « Sale menteuse, après tout ce qu'on a fait pour toi. » Un policier l'a fait taire, mais ses mots résonnaient. Un dernier coup. Ma mère, elle, n'a pas osé me regarder, son silence plus éloquent que jamais. Dr Hélène m'a guidée hors de la maison, sa main douce sur mon dos. En passant par la cuisine, j'ai vu l'espace vide où le balai se tenait autrefois. La preuve était entre les mains de Clara. Dehors, la maison jaune s'éloignait dans le rétroviseur, emportant avec elle des années de douleur. À l'hôpital, on m'a examinée avec soin, photographiant mes blessures, posant des questions difficiles mais nécessaires. « Tu es incroyablement forte, Sarah », m'a dit la docteure, ses mots comme un baume. Puis Clara est arrivée, son sourire fatigué mais triomphant. « On l'a fait, Sarah », a-t-elle dit, me prenant dans ses bras. Elle m'a raconté comment elle avait porté le balai et les photos à son ami avocat, qui avait convaincu un juge sensible au cas d'abus. Le mandat avait été émis en urgence et les travailleurs sociaux infiltrés avaient scellé le destin de mes parents. Mais la rage ne s'éteignait pas complètement. L'adjoint Lefebvre, ce traître qui avait averti mon père, n'avait pas été puni, et Madame Tate, avec son aveuglement, avait failli tout faire échouer. Leur incompétence me rendait folle, mais la victoire était là. Mon père a été condamné à 18 ans de prison, ma mère à 10 ans pour complicité. J'étais libre. Clara m'a accueillie chez elle comme tutrice temporaire. Sa maison, simple, pleine de livres, était un refuge sans monstre. Les premières nuits, je me réveillais en sursaut, craignant le retour de mon père, mais Clara était là, me rappelant que j'étais en sécurité. À 14 ans, j'ai commencé une thérapie avec Dr Marie, une psychologue qui m'a aidée à comprendre que rien n'était de ma faute. « Tu étais une enfant, Sarah. La responsabilité était la leur, » répétait-elle, déconstruisant des années de culpabilité. À 15 ans, Clara m'a adoptée officiellement, organisant une petite fête pour mon anniversaire, ma première, pleine de rire et de chaleur. J'ai fini le lycée avec de bonnes notes, encouragée par Clara, et j'ai passé l'examen d'entrée en droit à Louisville. J'ai réussi, déterminée à devenir avocate pour défendre d'autres enfants comme moi. À 18 ans, j'ai déménagé à Louisville, terrifiée, mais portée par ma rage, transformée en ambition. Les cauchemars persistaient, mais ils s'espaçaient. J'ai rencontré Paul, un étudiant en journalisme, patient
et compréhensif. Quand je lui ai raconté mon passé, il m'a écouté sans juger. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse », m'a-t-il dit. Nous nous sommes mariés, avons eu 2 enfants, Antoine et Louise, et j'ai ouvert un cabinet d'avocats spécialisé dans les droits familiaux. À 60 ans, après la mort de Paul, je suis revenu à Riverdale et j'ai ouvert une confiserie utilisant les recettes de Clara. La maison jaune avait été démolie, remplacée par un terrain de jeu pour enfants, un symbole de rédemption. Aujourd'hui, à 70 ans, je partage mon histoire dans des conférences, à travers des vidéos et avec mon groupe de soutien, Voix déchaînée. Ma rage, autrefois destructrice, est devenue une force pour aider les autres. Si vous entendez un enfant crier dans le silence, soyez leur Clara. Cherchez les signes, posez des questions, agissez. La liberté sent la terre mouillée après la pluie, et après les pires tempêtes, le soleil brille toujours plus fort. L'histoire de Sarah Dubois, telle que racontée dans Une histoire vraie de survie et de trahison, est un cri du cœur, une plongée dans les abysses de la douleur humaine et une ode à la résilience. En tant que spectateur, plonger dans ce récit m'a secoué, éveillant une gamme d'émotions intenses, colère, tristesse, indignation, mais aussi une admiration profonde pour la force de Sarah. Dans la culture française, où l'expression des émotions et la quête de justice sociale tiennent une place centrale, cette histoire résonne comme un appel à l'introspection et à l'action. Voici mes réflexions sur ce récit bouleversant, les leçons qu'il nous enseigne et comment elles peuvent être appliquées dans nos vies, suivies d'un appel à l'action pour soutenir cette cause. Le récit de Sarah m'a d'abord submergé d'une colère brûlante. Comment un père, Thomas, censé protéger, peut-il devenir un monstre infligeant des souffrances inimaginables à sa propre fille? Comment une mère, Evelyn, peut-elle trahir son enfant en participant activement à son calvaire? Cette trahison, si profondément ancrée dans l'indifférence et la complicité, est une blessure qui transcende le physique pour atteindre l'âme. La culture française valorise la famille comme un pilier sacré, un refuge d'amour et de soutien. Voir cette institution pervertie par la cruauté est un choc, une offense à nos valeurs. Pourtant, ce n'est pas seulement l'acte de Thomas qui révolte, mais l'inaction de ceux qui l'entouraient. Madame Lefebvre, avec ses ragots venimeux, l'abbé Martin, aveuglé par l'hypocrisie religieuse, et Madame Tate, l'assistante sociale naïve, incarnent une société qui ferme les yeux par confort ou lâcheté. Cette indifférence collective, si fréquente dans les récits d'abus, est une autre forme de trahison, tout aussi insupportable. Cependant, au cœur de cette noirceur, l'histoire de Sarah est une lueur d'espoir. Sa rage, décrite comme une tempête de feu, n'est pas seulement une réponse à la douleur, mais une force vitale qui lui a permis de survivre. En France, où l'on célèbre les figures de résistance, de Jeanne d'Arc à Simone Veil, Sarah incarne cette résilience héroïque. Elle n'a pas seulement survécu, elle a transformé sa douleur en une mission pour aider les autres. L'intervention de Madame Clara, cette professeure qui a reconnu les signes de l'abus grâce à sa propre expérience, est un rappel puissant de l'impact d'une seule personne bienveillante. Clara, avec son empathie et son courage, reflète l'idéal français de solidarité, où l'on se lève pour les plus vulnérables, même au risque de défier un système. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est la manière dont Sarah a canalisé sa colère. Dans la culture française, les émotions fortes sont souvent exprimées à travers l'art, la littérature ou l'activisme, et Sarah a fait de sa douleur une plateforme pour inspirer. En ouvrant sa confiserie et en partageant son histoire via des conférences et des vidéos, elle a transformé son trauma en un message universel. Il y a toujours un chemin vers la lumière, même après les pires tempêtes.
Cette métamorphose m'a profondément touchée, me rappelant que la résilience n'est pas l'absence de douleur, mais la capacité de la transcender. Leçons de vie et applications pratiques. L'histoire de Sarah nous enseigne plusieurs leçons essentielles, applicables à nos vies quotidiennes, en particulier dans une société française où la justice sociale et la protection des plus faibles sont des valeurs fondamentales. Le courage de briser le silence. Sarah a trouvé la force de parler après des années de terreur, malgré les menaces et l'isolement. Cette leçon nous pousse à ne pas rester silencieux face à l'injustice, que ce soit dans notre entourage ou dans la société. En France, où les mouvements comme #MeToo ont amplifié les voix des victimes, nous pouvons appliquer cette leçon en encourageant ceux qui souffrent à s'exprimer et en les soutenant sans jugement. Cela peut commencer par des gestes simples. Écouter un ami en détresse, signaler des comportements suspects ou soutenir des associations locales comme Enfance et Partage qui protègent les enfants maltraités. La puissance de l'empathie. Madame Clara a changé la vie de Sarah en lui offrant une oreille attentive et une action décisive. Cette leçon nous rappelle que chacun de nous peut être un Clara pour quelqu'un. Dans la vie quotidienne, cela signifie être attentif aux signaux de détresse, un enfant silencieux, un collègue isolé, et poser des questions avec bienveillance. En France, où la communauté est valorisée, nous pouvons organiser des groupes de soutien ou participer à des initiatives locales pour créer des espaces sûrs. Transformer la douleur en action. Sarah a tourné sa rage en une carrière d'avocate et une mission d'aide aux autres. Cette leçon nous inspire à canaliser nos émotions, même négatives, vers des projets constructifs. Que ce soit en s'engageant dans une cause, en créant de l'art ou en éduquant les autres, nous pouvons transformer nos luttes personnelles en un impact positif. Par exemple, rejoindre des campagnes de sensibilisation ou partager des histoires comme celle de Sarah peut éveiller les consciences. La responsabilité collective. L'inaction de Madame Lefebvre, de l'abbé Martin et de Madame Tate a prolongé la souffrance de Sarah. Cela nous enseigne que l'indifférence est une forme de complicité. En France, où le concept de fraternité est inscrit dans la devise nationale, nous devons agir lorsque nous voyons des signes d'abus. Cela peut inclure signaler des situations préoccupantes aux autorités compétentes, comme la protection maternelle et infantile, PMI, ou soutenir des politiques renforçant la protection des enfants. Appel à l'action pour la vidéo. Si l'histoire de Sarah vous a bouleversé, si vous ressentez cette colère face à l'injustice et cette admiration pour sa résilience, agissez maintenant. Cliquez sur « J'aime » pour montrer votre soutien à toutes les victimes qui luttent pour briser le silence. Partagez cette vidéo pour que son message touche plus de cœurs et inspire d'autres à agir. Laissez un commentaire avec le mot « justice » pour rejoindre notre combat contre l'abus et l'indifférence. Et n'oubliez pas de vous abonner à Contes de grands-parents pour ne manquer aucune histoire de courage et d'espoir. Ensemble, nous pouvons être la lumière dans l'obscurité, la voix des sans-voix et le soutien des plus vulnérables. Agissez aujourd'hui, car chaque geste compte. L'histoire de Sarah Dubois, racontée dans Une histoire vraie de survie et de trahison, est un cri du cœur qui secoue l'âme et réveille une colère viscérale. En tant que spectateur, plonger dans ce récit m'a bouleversé, suscitant un mélange explosif de rage, de tristesse et d'admiration pour la résilience de Sarah. Dans la culture française, où l'on chérit l'expression des émotions et la quête de justice, cette histoire frappe comme un coup de tonnerre, dénonçant la trahison des liens sacrés de la famille. La cruauté de Thomas, père transformé en monstre, et la complicité d'Evelyne, mère qui choisit de fermer les yeux, sont des affronts à l'idée française de la famille comme refuge. Cette trahison, amplifiée par l'indifférence d'une communauté, Madame Lefebvre avec ses ragots toxiques, l'abbé Martin aveuglé par l'hypocrisie, Madame Tate manipulée par des mensonges, m'a rempli d'une fureur qui demande réparation.
Comment une société peut-elle abandonner une enfant à son sort? Pourtant, l'histoire de Sarah n'est pas seulement une tragédie, c'est un hymne à la force humaine. Sa rage, décrite comme une tempête de feu, est un miroir de l'esprit français, où la révolte face à l'injustice, comme lors des grandes manifestations ou des combats pour les droits, devient une force motrice. L'intervention de Clara, professeure empathique, incarne cet idéal de solidarité si cher à la France, où une seule personne peut changer une vie. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la transformation de Sarah. D'une victime brisée à une avocate et confiseuse, elle a fait de sa douleur un phare d'espoir. Sa capacité à transcender l'horreur, à créer un groupe comme Voix déchaînée, reflète l'élan français pour l'activisme et l'art comme exutoire. Cette histoire m'a appris que la colère, lorsqu'elle est canalisée, peut devenir une force de création. Elle me pousse à être plus attentif, à poser des questions, à agir face aux signes de détresse. Sarah nous rappelle que, même dans l'obscurité, il y a toujours une lueur à saisir. Leçon de vie et application pratique. Le courage de briser le silence. Sarah a trouvé la force de parler, malgré la peur. Cela nous enseigne à encourager les victimes à s'exprimer et à les soutenir sans jugement. En France, où des mouvements comme @MeToo ont libéré la parole, nous pouvons écouter activement, signaler des abus ou soutenir des associations comme Enfance et Partage. La puissance de l'empathie. Clara a vu la douleur de Sarah et a agi. Soyons des Clara en restant attentifs aux signaux de détresse, un enfant silencieux, un collègue isolé, et en posant des questions bienveillantes. Participer à des initiatives communautaires peut créer des espaces sûrs. Transformer la douleur en action. Sarah a canalisé sa rage en une carrière et une mission. Nous pouvons transformer nos luttes en projets positifs, s'engager dans une cause, créer de l'art, éduquer. Partager des histoires comme celle de Sarah peut sensibiliser. La responsabilité collective. L'indifférence de Madame Lefebvre et des autres a prolongé la souffrance de Sarah. La fraternité française nous oblige à agir face aux abus en signalant aux autorités comme la protection maternelle et infantile ou en soutenant des politiques protectrices. Si l'histoire de Sarah vous a révolté et inspiré, agissez maintenant. Cliquez sur « J'aime » pour soutenir les victimes qui brisent le silence. Partagez cette vidéo pour répandre son message. Laissez un commentaire avec « Justice » pour rejoindre notre lutte contre l'abus. Abonnez-vous à Contes de grands-parents pour plus d'histoires de courage. Ensemble, soyons la voix des sans-voix et la lumière dans l'obscurité.